plus dans le détail ce que c'est que l'enseignement explicite. C'est important d'être aussi attentif avec cette chère dame que vous l'avez été avec moi. Merci Steve. Vous voyez que Steve fait de la gestion de classe préventive. Alors après qu'il nous ait bien expliqué le pourquoi finalement c'est important d'utiliser l'enseignement explicite et qu'il nous ait aussi montré un petit peu dans quelle situation on va en avoir besoin avec nos élèves, on va maintenant ensemble faire une petite initiation sur le comment je peux mettre en place cette pédagogie dans ma classe. Alors avant ça, on va passer en revue quelques petites définitions de cette approche-là qui sont complémentaires. Alors Ati nous dit qu'il utilise les termes visible teaching et visible learning pour montrer que à la fois donc dans un enseignement explicite, je vais devoir montrer des choses, les rendre visibles pour mes élèves, mais je vais aussi avoir besoin de rendre visible ce qui se passe ici, dans la tête de mes élèves. Donc ça va vraiment être un mouvement dans les deux sens. Je vais leur montrer des choses, mais j'ai besoin aussi d'avoir des indicateurs de leur compréhension. Deuxième définition, quand on va utiliser la démarche de l'enseignement explicite, on va, comme le nom l'indique, essayer d'expliciter une série de choses. Les objectifs de la leçon, les étapes par lesquelles passer pour réaliser des tâches, les démarches, etc., considérant que l'implicite peut être néfaste à l'apprentissage des élèves et en particulier de ceux en difficulté qui ont du mal à décoder une certaine forme d'implicite dans nos classes. Troisième définition qui nous apporte quelque chose de vraiment important. Selon Gunn et ses collègues, l'enseignement explicite est une combinaison de comportements d'enseignement conçus pour promouvoir l'apprentissage des élèves. Une combinaison de comportements. On va voir ensemble qu'il y a toute une série de gestes professionnels concrets qui s'apprennent et qui se développent, notamment via la formation initiale et continue des enseignants. C'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, on est rassemblés entre de futurs enseignants, dont c'est le cours de Méthodo, et également des collègues que je suis ravie d'accompagner dans le cadre de certaines écoles, et je suis très contente de vous voir ici ce soir. Alors, il est également nommé de la sorte parce que c'est une approche d'enseignement sans ambiguïté et directe, caractérisée par une série de soutiens ou d'étayages. Et donc, vous allez voir que dans cette méthode, on accompagne beaucoup les élèves et on retire l'aide au fur et à mesure, mais l'aide au début est assez forte. Nos collègues québécois ont conceptualisé ce modèle-là sous la forme de ce qu'on appelle le modèle PIC. PIC pour planification, interaction et consolidation. Ici, avec le temps dont on dispose ce soir, on va surtout vous parler de l'interaction. À quoi ça ressemble finalement une leçon d'enseignement explicite concrètement dans une classe, mais on attire votre attention sur le fait que ça nécessite en amont une planification rigoureuse. Par exemple, on va vous parler du modelage, vous expliquer ce qu'est le modelage, et vous comprendrez assez rapidement qu'un bon modelage ne s'improvise pas. Il faut le préparer, le planifier, le penser, pour que ce soit clair pour les élèves et qu'on évite de s'embrouiller dans nos explications. Et enfin, les enseignants ici le savent bien, j'ai beau faire la plus belle leçon du monde en enseignement explicite, par exemple, si je ne prévois pas ma phase de consolidation avec des révisions, des exercices, pour que les élèves puissent se pratiquer, réviser régulièrement les apprentissages, eh bien je bâtis sur du sable et ils vont probablement tout avoir oublié après le congé de Noël. Donc c'est fort important également de planifier la consolidation. Et dans les ouvrages qu'on vous a référencés en début de conférence, vous trouvez aussi des pistes sur les activités de révision, de consolidation qu'on n'a pas le temps de développer ce soir. Alors, focus donc sur l'interaction avec 5 grandes étapes à mener pour faire une leçon d'enseignement explicite.
Je vous l'annonce tout de suite, on ne sait pas forcément faire ça en 50 minutes. Ça va être souvent plus long et on va avoir besoin de plusieurs périodes pour faire une leçon d'enseignement explicite. Je vous l'annonce aussi tout de suite, l'enseignement explicite, et j'espère que c'est ce que vous retiendrez entre autres de notre intervention, ça n'est pas l'enseignement magistral, ça n'est pas un retour à une forme d'enseignement qu'on dit de l'ancien temps et qu'on n'arrive même pas trop à dater. Ça n'est pas l'enseignement traditionnel non plus. C'est vraiment quelque chose où l'élève va aussi être actif. Donc retenez déjà bien ça avant la suite de la présentation. Donc les 5 étapes qu'on va voir ensemble, l'ouverture de la leçon, le modelage, la pratique guidée, la pratique autonome et la clôture de la leçon. Ouverture de la leçon, ça sert à obtenir l'attention des élèves afin qu'ils soient en mesure de comprendre les objectifs de la leçon et ça sert aussi à rappeler les connaissances nécessaires au nouvel apprentissage. Ça a l'air idiot, mais présenter l'objectif en début de leçon, c'est vraiment fondamental. On a des recherches, par exemple, qui ont montré qu'à la fin de la journée, si vous interrogez, par exemple, des petits loulous de maternelle après une activité où ils ont dû découper des formes pour les classer, si vous leur demandez ce qu'ils ont appris aujourd'hui, ils ne vont pas vous parler des formes, ils vont vous parler du découpage, parce que c'est ça qui les aura marqués, et parce qu'il n'y aura pas eu un temps d'explicitation, même avec des petits, on peut le faire, ça se travaille, nous on le fait dans des écoles, de travailler sur l'objectif, à quoi ça sert, pourquoi on fait ça. Et donc comment on va faire ça? Avant tout, stratégie numéro 1, on l'a fait tout à l'heure avant la conférence, on a essayé de capter l'attention de notre public, en vous montrant qu'on allait commencer, en essayant d'avoir un contact visuel. Ça a l'air idiot, mais il y a des recherches qui montrent que dans certaines classes, l'enseignant commence sa leçon avant même d'avoir capté cette attention des élèves. Donc, stratégie numéro 1, par un petit signe verbal ou non verbal convenu avec ma classe, je vais capter leur attention. Je vais ensuite, comme je vous l'ai dit, leur présenter l'objectif. Mais je ne vais pas m'arrêter là. Je vais aussi leur expliquer à quoi ça sert, le pourquoi de la leçon. Donc, je vais leur justifier l'objectif. Par exemple, si ma leçon, c'est sur la multiplication écrite, je vais expliquer aux enfants à quoi ça va leur servir d'être capables de faire des multiplications écrites. Donc, je vais leur donner différentes situations où ils se rendent compte que ça va être utile pour eux. Et alors, fort important, et vous allez voir que ce geste professionnel-là, il traverse les différentes étapes de l'enseignement explicite, je vais vérifier leur compréhension de manière spécifique et pas de manière stéréotypée. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Imaginons que maintenant je m'arrête et que je vous demande « Ça va? Vous avez compris? Ok ?» Là, vous allez dire « Oui, oui, oui. » Mais j'aurai aucune information. Souvenez-vous de ce que j'ai dit de Hattie tantôt, d'avoir des informations sur ce qui se passe dans la tête de nos élèves. J'aurai aucune information sur ce qui se passe dans votre tête. Par contre, si je m'arrête et je dis « Tiens, je choisis un de mes étudiants et je demande de réexpliquer la taxonomie d'Ellis and Fouts que Steve a présenté tantôt », là, mon étudiant, il va être obligé de produire quelque chose et moi, je vais avoir une réelle information sur ce qu'il a compris ou pas compris. Et donc ça, ce geste-là, de s'arrêter régulièrement, il est ultra important en enseignement explicite. Et c'est là que vous voyez qu'on est déjà, j'ai même pas encore vraiment beaucoup avancé dans ma partie, on est déjà loin d'un enseignement qui serait soi-disant traditionnel ou magistral, parce que constamment, je vais m'arrêter et vérifier la compréhension de mes étudiants. Les recherches dont Steve vous a parlé tantôt, où on a pris le temps d'aller s'asseoir dans des classes, montrent que les enseignants les plus efficaces s'arrêtent toutes les 2
à 3 minutes pour faire ça. Donc ce n'est pas une théorie, c'est vraiment quelque chose qu'on a observé. Et donc c'est vraiment hyper important de s'arrêter et de vérifier la compréhension dès la présentation des objectifs. Pendant cette ouverture de la leçon, je vais aussi vérifier réellement les connaissances préalables de mes élèves, donc les prérequis. Je ne vais pas juste demander aux élèves « ça va, vous vous souvenez de ce qu'on a vu hier sur les additions ? On peut passer à la suite ?» Je vais leur poser des questions précises ou leur faire un petit test formatif. Je circule et je vérifie que tous mes élèves sont prêts pour la nouvelle leçon. Sinon, je vais bâtir ma nouvelle leçon sur du sable. Et ce que je vais faire à ce moment-là, tout comme j'ai été très précise au niveau des gestes professionnels sur la vérification de la compréhension, je vais aussi être très précise au niveau des feedbacks, des rétroactions que je donne à mes élèves. Par exemple, je vais essayer de ne pas juste leur dire « super, très bien, tu as réussi ». Parce que c'est ce qu'on appelle un feedback stéréotypé. Si je dis juste ça à mon élève, il ne sait pas pourquoi il a réussi. Il ne peut pas attribuer sa réussite à ses stratégies et à ses efforts. Il faut lui expliquer pourquoi il a réussi ou pourquoi il a échoué. C'est ce qu'on appelle un feedback spécifique qui porte sur le processus et pas juste sur la réussite ou non d'une tâche. Et ça, c'est fort important pour faire un lien avec ce que Steve disait tantôt, pour la motivation, de savoir que j'ai réussi parce que j'ai utilisé les stratégies que monsieur ou madame m'a montrées et que j'ai fait des efforts pour réussir, c'est beaucoup plus important que de savoir que, voilà, j'ai réussi. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que je suis douée? Et à l'inverse, quand on échoue, c'est pareil. Ah, j'ai raté à mon test de maths parce que j'ai toujours été nulle en maths et mon père, il a toujours été nul en maths aussi. Si l'enseignant dit juste à l'élève qu'il a raté son interro ou qu'il a 4 sur 10 sans aucun feedback plus qualitatif, on entretient ce genre de raisonnement, ce genre de conception qu'on appelle statique de l'intelligence, où les élèves pensent qu'ils ne sont pas doués, par exemple, dans une matière, alors qu'on devrait plutôt leur montrer, via ce qu'on appelle des feedbacks spécifiques, les raisons pour lesquelles ils ont échoué ou réussi une tâche. Et bien sûr, à cette étape-là, vous voyez que je suis toujours à ma première étape, si ça ne va pas, je réenseigne. Et c'est là que ça me prend aussi un petit peu de temps, mais sinon, je construis sur du sable. Donc après avoir bien vérifié les connaissances préalables de mes élèves, si besoin, je réenseigne. Deuxième étape, le modelage. Alors cette étape, elle est souvent mal comprise, souvent assimilée à ce qu'on appelait tout à l'heure l'enseignement dit magistral, alors que je trouve que c'est tout de même assez plus subtil que ça en a l'air. Alors lors de cette étape, qu'est-ce que je vais faire? Je vais réaliser la tâche devant les élèves en mettant ce qu'on appelle un haut-parleur sur ma pensée. Donc imaginons que je veux enseigner à mes élèves l'inférence en lecture. Donc l'inférence, c'est d'être capable de décoder une information qui n'est pas explicitement écrite dans le texte. Ça se travaille dès la maternelle. Par exemple, si je lis un album aux petits loulous de maternelle et que je leur dis « Tiens, maman sort dehors, elle ouvre son parapluie, quel temps fait-il ?» L'enfant doit me répondre « Il pleut ». Ce n'est pas écrit « Il pleut » dans le texte. C'est ce qu'on appelle une inférence. L'enfant a produit une information qui n'est pas explicitement écrite dans le texte. Et ça s'enseigne surtout explicitement. Comme disait Steve tantôt, on ne peut pas apprendre ce genre de choses par la découverte de manière naturelle. On a besoin qu'un enseignant nous le montre. Et donc, revenons à mon modelage. Comment je peux faire ça? Eh bien, je vais prendre un texte que je vais projeter au tableau et je vais le lire devant les élèves en produisant moi-même des inférences.
Donc par exemple, s'il est écrit elle m'a demandé de prendre mon bain, je vais entourer le elle et je vais me poser des questions. Tiens, qui est ce elle? Qui demande généralement à quelqu'un de prendre un bain? Ah tiens, ça pourrait être la maman d'un enfant, mais je ne suis pas sûre. Donc je vais continuer ma lecture pour essayer de découvrir qui est ce fameux elle. Et donc je fais la tâche à haute voix devant les enfants, en verbalisant les étapes par lesquelles je passe et en me posant des questions et vraiment en partageant finalement, c'est ça qui est assez intéressant, en partageant mon raisonnement avec eux. Parfois on me demande, tiens, mais est-ce qu'en faisant ça, je ne suis pas en train de leur imposer une unique manière de faire? Moi je dis non. Vos élèves, la plupart des élèves n'ont sans doute pas appris à réaliser cette tâche, donc ils ne sont pas forcément capables de produire une solution. Vous allez leur partager une manière de faire parce que c'est l'ensemble des élèves que l'on veut voir réussir. Ensuite de ça, on va faire la pratique guidée parce que souvent on pense que le modelage est l'étape la plus importante de l'enseignement explicite, mais en fait pas du tout. L'étape la plus importante, c'est la pratique guidée. C'est le moment où mes élèves vont pratiquer ensemble et avec mon aide, avec ma supervision active, ils vont réaliser des tâches similaires à celles que je viens de leur montrer durant le modelage. Et pour faire ça, il y a plusieurs manières de faire. Je vais vous en présenter deux, mais le grand principe, c'est ça, c'est que mon élève, il n'est pas encore seul en train de pratiquer. Ça, c'est ce qu'on va appeler la pratique autonome tout à l'heure. Ils sont plusieurs et je les aide activement. La première façon de faire, qui est la plus simple, que j'appelle souvent la pratique guidée collective. Imaginons ici que je vous aurais montré comment faire une inférence ou, changeons un petit peu d'exemple, imaginons que je vous aurais montré étape par étape comment résoudre un calcul écrit au tableau. Eh bien, ce que je pourrais faire, c'est de choisir au hasard l'un d'entre vous et de lui demander de venir me refaire un calcul écrit au tableau, d'en faire un autre, un nouveau, ou, dans mon premier exemple, choisir quelqu'un au hasard et dans le même texte qu'on continue à lire, lui demander de me produire à son tour une inférence. Alors, choisir au hasard, c'est un autre geste professionnel important en enseignement explicite, mais qui se prépare, parce que peut-être que là, vous êtes en train de vous dire « Ouh là là, choisir au hasard, ça semble cruel », mais en fait, pas du tout. On va préparer nos élèves en leur expliquant que justement, dans la classe de monsieur ou madame, madame va choisir régulièrement, elle va s'arrêter et elle va choisir, dans un petit pot par exemple, avec les prénoms des élèves, elle va choisir qui doit répondre à sa question. Pourquoi elle fait ça? Parce que si elle ne fait pas ça, madame, eh bien, très souvent, ça va être les mêmes qui répondent et ça risque de me rassurer avec peut-être mes bons élèves ici qui répondent tout le temps à mes questions. Ça va m'auto-conforter dans mon enseignement, mais en fait, ce sont juste mes premiers de classe qui répondent tout le temps. Tandis que si je mets en place le petit système au hasard, mais je l'explique bien à mes élèves que c'est pour permettre à tout le monde de participer et pas juste aux plus forts ou à ceux qui veulent tout le temps participer, eh bien là, c'est beaucoup plus équitable. Et en plus de ça, je leur inculque aussi qu'ils ont le droit de se tromper. Parce que je vous pioche peut-être, mais si tu ne sais pas répondre, c'est pas grave. On va demander à un copain, puis tu réexpliqueras. Et si en plus de ça, le copain, il ne sait pas non plus, ça veut dire qu'en fait, c'est moi qui dois réenseigner. Donc vous voyez que ce petit geste-là, il a l'air anodin, mais il permet de travailler toutes sortes de choses avec les élèves, y compris pour leur apprendre à participer en classe et à recevoir tous un feedback. Donc c'est beaucoup plus équitable que juste aller interroger mes élèves au premier rang. Et on l'a instauré dans beaucoup de classes, et particulièrement chez les petits. En fait, finalement, les enfants adorent. Ils n'attendent que ça, finalement, d'être tirés au sort. Donc si vous ne me croyez pas, essayez-le, puis vous verrez. Deuxième modalité,
Qu'est-ce que je peux faire? Alors, par contre, je vais un peu vite. Bien sûr, une fois que j'ai choisi mes élèves au hasard, je vais leur donner du feedback et de l'aide si nécessaire. Je suis toujours là en soutien. Deuxième modalité possible, et on peut combiner les deux modalités en pratique guidée, c'est ce que Steve vous a présenté brièvement tantôt, c'est l'enseignement réciproque. On a des recherches qui montrent que l'enseignement réciproque, justement, à cette étape-là de l'enseignement explicite, c'est assez intéressant et efficace. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce que je vais faire? Toujours avec mon histoire de calcul écrit, par exemple, je vais mettre mes élèves par deux, leur donner une feuille avec 2 calculs écrits dessus, et l'élève A va réaliser la multiplication A devant son copain, mais en verbalisant ses étapes, ses stratégies. Souvenez-vous, il va faire finalement le mini-prof de l'autre. On ne l'a pas encore dit, mais vous voyez que depuis tantôt, avec le modelage, puis la pratique guidée, il y a beaucoup de métacognition dans cette approche-là. Donc là, c'est l'élève A qui refait la démarche et qui l'explicite à son copain. Et puis on change. L'élève B va faire le calcul B devant son copain en verbalisant ses démarches. Et ils peuvent aussi s'aider l'un l'autre. Et pendant ce temps, je circule dans la classe activement et je vais voir un petit peu, vérifier la compréhension, donner des feedbacks, donner de l'aide à mes élèves. Et ça aussi, on l'a testé dans plusieurs classes, même chez les petits. Bien sûr, il faut le faire plusieurs fois et leur enseigner aussi explicitement les comportements attendus lors de cette activité. Mais on peut faire ça de la première primaire jusqu'au secondaire pour entraîner cette métacognition chez nos élèves et leur faire se réexpliquer les choses. Et donc, c'est là que j'espère que vous voyez bien que c'est loin de la caricature qu'on peut en faire sur tout ce qui est enseignement magistral, enseignement traditionnel. On a finalement une sorte de discussion intense entre les élèves et le prof lors de cette pratique guidée, avec le prof qui circule pour vérifier la compréhension, donner des feedbacks spécifiques, comme j'ai expliqué tantôt, et fournir de l'aide. Une fois qu'il aura fait tout ça, alors idéalement, la recherche nous montre que pour passer à l'étape suivante, qui est le fait de réaliser des exercices seuls, il faut normalement, si j'applique le modèle de l'enseignement explicite à la lettre, il faut normalement que mon élève, avant de passer en pratique autonome, il obtienne au moins 80% de réussite à un petit test formatif. Donc normalement, à la fin de cette étape-ci, pratique guidée, je fais passer un petit test formatif qui n'est pas forcément très long à mes élèves, qu'ils réalisent de manière individuelle, et ceux qui ont 80% vont passer en pratique autonome. Vous me voyez peut-être tout doucement venir, c'est que le modèle il est un peu plus souple, ou en tout cas plus subtil qu'il en a l'air, et que mes élèves, à un certain stade, ils vont peut-être pas être tous à la même étape. Mais j'y reviendrai. Donc à ce stade, retenez que pratique guidée, à la fin, petit test formatif, et je vérifie où en sont mes élèves. Si je n'ai pas le temps de faire ce petit test formatif, à minima, le fait d'avoir circulé dans la classe pendant la pratique guidée me permet de savoir pour qui ça roule et qui je peux envoyer en pratique autonome a priori, et pour qui c'est plus compliqué, et ils vont avoir besoin de plus de pratiques guidées, ils vont peut-être même avoir besoin de plus de modelage. Donc vous voyez qu'en fonction des besoins de mes élèves, je vais peut-être retourner en arrière. J'y reviens un peu plus tard dans la présentation. Pratique autonome, comme son nom l'indique, l'élève va pratiquer de manière autonome ce qu'il aura appris lors des étapes précédentes. Ça vise à fournir aux élèves suffisamment de pratiques pour leur permettre d'intégrer les nouvelles connaissances ou compétences avec leurs connaissances ou compétences préalables, ainsi que de mettre en œuvre la compétence de manière automatique. Dans ce modèle-là, il y a énormément de pratiques. Alors, ce n'est pas forcément du drill bête et méchant, comme c'est parfois caricaturé, mais on en a besoin. Les recherches
en psychologie cognitive dont Steve vous a parlé tantôt, elle montre l'importance de la pratique. On doit s'exercer, s'entraîner, faire des exercices pour parvenir à un nouvel apprentissage. Et donc là, je vais toujours être présente pour accompagner mes élèves, mais progressivement, je vais retirer mon aide, parce que le but, c'est de voir si mon élève il est capable de faire tout seul les tâches qu'on pratique ensemble depuis un certain temps. Je vais continuer de vérifier la compréhension, de donner des feedbacks et de l'aide aux élèves, mais je vais espacer cette vérification de la compréhension, ces feedbacks et ces aides. Il y a dans les ouvrages, par exemple, de nos collègues québécois, un repère est de dire qu'on va, tous les 2 ou 3 problèmes, donner un feedback, alors qu'en pratique guidée, on en donnait à chaque problème. Et ici, ça semble beaucoup, mais c'est ce qui a été montré dans certaines recherches. On vise ici un taux de succès de 90 à 95% de réussite pour une tâche, un peu comme dans la pédagogie de la maîtrise de Bloom, dont on a parlé en début de conférence, où via des aides adaptées et des exercices, on vise un haut degré de succès pour nos élèves. Dernière étape, la clôture de la leçon. Comme son nom l'indique, je vais clôturer la leçon, mais c'est une espèce d'activité métacognitive qui vise à permettre aux élèves de prendre du recul sur ce qu'ils ont appris, de poursuivre la pratique, on fait encore des exercices à cette étape-ci, et de percevoir le lien entre cette leçon-ci et la prochaine. Et donc je vais de nouveau vérifier la compréhension de mes élèves en organisant ce qu'on appelle l'objectivation des apprentissages. C'est une espèce de synthèse où je vais demander à mes élèves, tiens, qu'a-t-on appris aujourd'hui ? Et je vais revenir avec eux sur les objectifs et bien voir avec eux et les faire verbaliser ce qu'on a appris aujourd'hui. Pour éviter la petite anecdote dont je vous parlais tout à l'heure avec les élèves de maternelle qui disent « aujourd'hui on a appris à découper ». Ben non, ce n'était pas vraiment ça le but, c'était d'apprendre les formes. Et donc pour éviter cette dérive-là, je vais faire un retour sur l'objectif et ce qu'on a appris. Pire encore, si on ne le fait pas, il y a des recherches qui ont montré que quand on interroge les élèves à la fin de la journée, « qu'as-tu appris aujourd'hui ?» Rien. Il y a des élèves qui répondent rien parce qu'il n'y a pas eu ce retour métacognitif, cette synthèse, ce retour sur les objectifs. Je vais de nouveau donner des feedbacks et aider les élèves, si besoin, à réaliser cette synthèse des apprentissages réalisés, qu'on va généralement consigner également par écrit. Et enfin, je vais leur introduire l'objectif de la prochaine leçon pour continuer d'être explicite, comme on disait au début, explicite également dans les liens qui unissent mes différentes leçons et dans la cohérence finalement de mon cours. Et donc on a vu ensemble que cette approche, elle était caractérisée par différents gestes professionnels précis. On en a vu certains ensemble. On n'a pas abordé la gestion de classe. Ce sera pour un prochain cours pour les étudiants qui suivent ce cours. Et pour les autres invités, vous pourrez voir ça dans les livres dont on vous a parlé. Et on en a certains qui traversent les étapes et qui sont particulièrement importants, dont on a parlé, tels que la vérification de la compréhension, le feedback ou encore l'étayage. Alors, ce que j'aime bien présenter avec cette approche, c'est qu'elle permet une forme de différenciation qui me semble beaucoup plus réaliste que certains discours que vous entendez souvent et qui ressemble plus presque à de l'individualisation où on devrait se soucier de chaque élève et de ses besoins dès le départ et à la limite individualiser notre enseignement. Ici, un peu comme dans le modèle RAI que Steve vous a montré, je vais d'abord offrir une même base à tous mes élèves et en fonction de leurs besoins, si besoin, je vais leur donner un service supplémentaire. De plus, vous avez sans doute perçu dans mon propos
que la démarche est plus souple, plus fluide, plus subtile qu'elle n'en a l'air. Bien sûr, ça ne veut pas dire que je peux faire les étapes dans n'importe quel sens et faire un espèce de milkshake avec tout, mais ça veut dire que, en fonction des besoins de mes élèves, je vais pouvoir retourner en arrière. Prenons quelques exemples concrets. Imaginons ici, je suis en pratique autonome et je me rends compte qu'il y a certains de mes élèves, en fait, ils n'y arrivent pas. Je les ai sans doute envoyés trop tôt en pratique autonome. Mais qu'est-ce que je peux faire? Je peux récupérer ce petit groupe d'élèves-là en pratique guidée et me remettre avec eux et leur refaire des exercices de pratique guidée. Voire même, si ça ne va vraiment pas, je peux leur refaire un modelage. Je vais leur réexpliquer, leur refaire un exemple. Et vous avez vu que le modelage, finalement, c'est que quelques minutes. Hein, ce n'est pas l'étape la plus longue, c'est quelques minutes où je vais remontrer, réexpliquer aux étudiants. Et ce modèle-là que je vous ai montré, ce n'est pas juste un joli petit dessin que j'ai réalisé dans ma thèse quand je m'ennuyais. On a montré qu'il était possible d'y former des profs à ce côté itératif finalement et pas juste linéaire de l'enseignement explicite. Voici 4 observations qu'on a réalisées auprès d'une enseignante qu'on a formée. La première observation, c'était avant de la former. Et on se rend compte que finalement, elle ne réalisait pas encore toutes les étapes de l'enseignement explicite que je vous ai montrées. La deuxième observation, c'était après la formation, on se rendait compte qu'elle faisait l'ouverture, le modelage, la pratique guidée et la pratique autonome. Donc, elle réalisait les étapes une fois dans l'ordre. Et vous voyez par contre que dès la 3e observation, ce qu'elle fait est beaucoup plus subtil, c'est-à-dire qu'en fonction des besoins des élèves, elle va recourir différentes fois, par exemple ici, à différents petits modelages, ou encore différentes fois, par exemple ici, à différentes pratiques guidées. Donc ce modèle que je vous ai montré il y a quelques instants, qui était déjà mis en évidence par Rosenschein en 86, qui est le premier chercheur qui a conceptualisé l'enseignement explicite, il nous disait déjà à ce moment-là qu'on pouvait faire des allers-retours entre les étapes en fonction des besoins des élèves. Voici ici une recherche, par exemple, qui montre qu'il est également possible, en Belgique, d'y former les enseignants, et que donc c'est une approche qui vit aussi dans les classes et qui s'adapte aux besoins des élèves. Dernière petite partie de cette conférence, on a souhaité avec Steve vous parler un peu de l'auto-observation et de l'analyse réflexive pour clôturer cette conférence et pour, après tout ce qu'on vous a montré, mettre en évidence l'importance de s'observer et de porter un regard réflexif sur sa pratique. Alors pourquoi on a rajouté cette partie sur l'observation dans cette conférence? Parce que ce que Steve vous a montré tantôt, en fait, c'est que les recherches sur l'enseignement efficace et les écoles efficaces, elles nous montrent que les actions de l'enseignant ont un impact fondamental sur l'apprentissage des élèves. Et donc ces actions, on peut essayer de les décoder, de les observer pour essayer de les améliorer. Mais, vous le savez mieux que moi, on n'est pas toujours conscient des actions qu'on met en place dans sa classe, pour différentes raisons. Premièrement, on est un peu multitâche. On fait toutes sortes de choses. On fait le journal de classe pendant qu'on gère un élève absent, un élève perturbateur. On distribue les feuilles. Bref, on fait toutes sortes de choses. Dans une recherche, ici, on a montré qu'en moyenne, 12 gestes professionnels différents étaient posés par une enseignante par minute de cours. Donc, elle faisait 12 choses différentes par minute. Donc, on est constamment en train de faire toutes sortes de choses. Donc, difficile, finalement, de prendre du recul sur ces actions. Et finalement, c'est un phénomène humain. Il y a un écart entre ce que je pense que je fais dans ma classe et ce que je fais réellement. Alors, il y a aussi un écart, malheureusement, entre ce que la société pense qu'on fait dans notre classe, mais ça, c'est une autre histoire, j'en parle pas dans la conférence.
Mais en tout cas, il y a un écart entre ce que je pense faire et ce que je fais réellement, d'où l'intérêt de l'observation et de la pratique réflexive. Et enfin, pourquoi s'observer ou se faire observer par des collègues, par un formateur, de manière constructive? Eh bien, on a montré aussi, dans une synthèse de recherche réalisée par nos collègues québécois, on a montré que l'observation et le coaching en salle de classe, c'est l'une des activités de formation les plus efficaces pour nous améliorer. Contrairement à des journées de formation fragmentées où on s'inscrit par exemple 2 jours à une formation dans un catalogue et puis après on retourne dans notre classe, on ferme la porte et puis on fait tout de même ce qu'on veut. Eh bien, les formations avec un accompagnement sur le terrain et de l'observation vont être beaucoup plus efficaces sur la modification des pratiques des enseignants et, in fine, parce que c'est toujours ça qu'on regarde à la fin, sur les apprentissages des élèves. Alors, c'est bien beau tout ce que je suis en train de vous raconter sur l'observation et la pratique réflexive, mais comment on fait et comment on fait pour faire ça à l'aune finalement de tout ce que Steve et moi, on a essayé de vous montrer ce soir. Dans l'ouvrage qu'on vous a montré tout à l'heure, on propose différents outils qui permettent à un enseignant d'analyser sa pratique à l'aune des modèles sur l'enseignement efficace. Sans entrer dans les détails, par exemple, cet outil-ci, il propose 12 questions aux enseignants, que les enseignants peuvent se poser pour prendre du recul par rapport à leur pratique. Il y a plusieurs questions qui vont leur permettre de décrire objectivement leur pratique, parce que c'est un préalable. Si je ne suis pas déjà capable de décrire ce que je fais, je vais avoir du mal à aller plus loin dans ma réflexion. Il y a des questions qui permettent aussi de prendre du recul, d'analyser, d'évaluer ma pratique. Est-ce qu'elle correspond, par exemple, à ce que la recherche, à ce que les données probantes me disent sur les stratégies les plus efficaces? Et enfin, il y a des questions, on ne réfléchit pas dans le vague pour rien, sans aucun objectif, mais pour s'améliorer. Et il y a des questions qui vont me permettre de proposer des alternatives à ma pratique. Alors, ce qui est important, c'est de recourir à ces différents types de questions de manière équilibrée, parce que comme je vous disais tantôt, si je ne suis pas capable, en préambule, de décrire objectivement ma pratique, ça va être compliqué de mettre en place la suite du processus. Et en plus de ça, ces questions-là, je ne vais pas me les poser à vide. On a notre collègue Clermont-Gauthier, il y a quelques années, qui a écrit un excellent texte de quelques pages que je vous conseille. Il est aussi téléchargeable gratuitement sur Internet. Le titre est un peu énigmatique, je vous laisserai le lire. C'est l'analyse réflexive et la bavette de bœuf. Je vous laisserai découvrir pourquoi notre ami Clermont parle de cuisine. Mais le sens principal de ce texte est de mettre en garde contre une certaine forme de réflexivité qui tournerait à vide sans recours aux données probantes. Vous avez tous reçu une forme un peu d'injonction. Vous devez être des praticiens réflexifs. C'est dans les décrets qui régissent, par exemple, la formation initiale des enseignants. Mais c'est un concept un peu vague si on ne le fait pas reposer sur des données probantes. Et donc la proposition qui est faite dans ce texte et dans les autres outils que je vous ai montrés, c'est de porter un regard réflexif sur sa pratique à partir des stratégies fondées sur des données probantes, notamment celles que Steve et moi, on vous a montrées ce soir. Et donc, si je reprends mon petit schéma, mon petit bonhomme ici, il se pose ces différentes questions sur ses pratiques, pas à vide, pas de manière abstraite, sans recourir aux données probantes. Il va pouvoir le faire en s'inspirant, en réfléchissant sur la littérature scientifique, pas juste les opinions de monsieur ou madame, mais sur des recherches de niveau 2, 3, méta-analyse, méga-analyse, comme Steve vous a montré. Et donc, à la première étape, je vais essayer de m'observer objectivement à l'aide de grilles. À la deuxième étape, je vais essayer de prendre du recul sur mes pratiques
à l'aide de la littérature. Et à la dernière étape, même chose, mes pistes d'amélioration, je ne vais pas les inventer de toutes pièces à partir de rien du tout. Je vais aussi me baser sur la littérature scientifique pour les formuler et essayer de choisir les stratégies les plus adaptées pour améliorer ma pratique. Dans l'ouvrage dont on vous a parlé tout à l'heure, vous trouverez notamment ces outils-là d'analyse réflexive et un ensemble de grilles d'observation qui permettent d'observer objectivement les différents gestes professionnels que j'ai abordés avec vous aujourd'hui. Par exemple, les différents feedbacks, les différentes manières de vérifier la compréhension, les différentes manières d'interroger les élèves, etc. Je ne vous répète pas le tout, je l'ai déjà fait, mais vous y trouvez une opérationnalisation de tous ces concepts-là pour vous observer ou observer des collègues ou pour les formateurs parmi nous pour observer des enseignants. On peut également utiliser ce genre d'outils avec des logiciels d'observation. Donc, par exemple, ici, sont des recherches qu'on mène à l'Université de Mons, où on a le formateur qui observe le futur enseignant avec une grille d'observation insérée dans un logiciel, et ça nous permet de relever les différents gestes professionnels. Par exemple, ici, on a relevé tous les feedbacks mis en œuvre par un enseignant dans sa classe, et on peut comme ça les revisionner avec lui. Bon, on n'est pas obligé de faire quelque chose d'aussi poussé et aussi technologique dans nos classes, mais ça vous donne une idée du champ des possibles. Et en tout cas, dans l'ouvrage dont on vous a parlé, on trouve aussi les grilles tout simplement en version papier-crayon, des espèces de checklists pour vérifier qu'on met en place les différents gestes professionnels, les différents ingrédients clés de l'enseignement explicite. On arrive tout doucement à la fin de cette conférence. J'aimerais juste vous montrer, avant de prendre vos questions-réponses, le site internet que Christophe Bacot vous a présenté tout à l'heure, donc www.enseignementexplicite.be. Vous y trouvez toutes sortes de matériel téléchargeable, des petits guides, des vidéos. La vidéo de la conférence de ce soir y sera proposée également. Vous y trouvez aussi des informations sur les formations qu'on offre sur le terrain dans les écoles, qui respectent les principes évidemment qu'on a mentionnés aujourd'hui. Et vous y trouvez aussi des informations sur une autre formation qu'on organise, qui est un certificat d'université en enseignement explicite. C'est une formation qu'on propose à l'université de Mons. Et vous pouvez également suivre ce site sur les réseaux sociaux pour ceux que ça intéresse. Je vous remercie beaucoup pour votre attention, puis on va répondre avec grand plaisir à vos questions.